Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie. L'administration innove. Parlons-en. Colloque des 20 et 21 novembre 2001. Présentation. Les administrations sont un corps vivant. À en juger par la manière dont on en parle dans les médias, elles sont plutôt traitées comme un objet, on leur demande plus et mieux. Elles seraient l'instrument passif, le plus souvent rétif quelquefois, de ces commanditaires, les autorités politiques. On parle beaucoup des grèves, des revendications de ces agents, des ratés de leur fonctionnement, des insatisfactions des usagers. Il en résulte une approche critique et démobilisatrice. Dans la réalité, ce corps vivant, loin d'être inerte, suscite en son sein de nombreuses initiatives, inspirées par la volonté de rendre un meilleur service. C'est à illustrer cette capacité d'initiative qu'était consacrée cette manifestation. En l'organisant, l'association Service Public poursuivait deux objectifs. Montrer que les producteurs de services publics sont légitimes lorsqu'ils imaginent et mettent en place des solutions mieux adaptées aux problèmes que rencontrent leurs ressortissants. La bonne façon de faire ne peut être exclusivement définie par des acteurs extérieurs au système, ou même par les niveaux hiérarchiques supérieurs. Ce pouvoir d'initiative est aussi légitime car il est l'expression d'un principe démocratique de portée générale. Les participants à une entreprise collective ont leur mot à dire non seulement pour défendre leurs intérêts, mais d'abord pour contribuer à l'amélioration du service rendu. Contribuer à construire une image positive et moderne du service public, pour conforter le moral de ceux, simples citoyens ou agents publics, qui considèrent comme nous que les services publics sont des ciments de la volonté de vivre ensemble. Et qui dit volonté de vivre, dit innovation et prise de responsabilité. Un tel projet appelle la méthode des cas. 4 exemples ont donc été présentés et soumis à discussion. Le partenariat qu'ont organisé entre elles la Caisse primaire d'assurance maladie de Seyrt-Saint-Denis et la médecine universitaire pour mettre en œuvre les bilans de santé en milieu étudiant. La mise en place d'un nouveau dispositif d'accès aux droits dans les Bouches-du-Rhône. Une démarche de certification qualité des services vétérinaires, à l'initiative du service départemental de la Côte d'Or. L'aventure des ZEP, zone d'éducation prioritaire, lancée en 1981. Les séances du colloque ont été présidées par Gabriel Mignot. Monsieur Jean-Claude Fortier, recteur de l'Académie de Lille, a assuré le rôle de grand intervenant, pour aider à la formulation de lignes générales. Enfin, Jean-René Brunetière a conclu le colloque en nous livrant de premières suggestions sur les suites susceptibles d'être données à cette rencontre. L'administration innove. Parlons-en. Allocution introductive. Serge Valmont. En vous souhaitant la bienvenue au nom de l'association Service Public, je voudrais vous dire quelques mots sur la genèse de ce colloque. Notre association est convaincue que l'administration est réformable pour peu que la réforme ait un sens aux yeux des agents qui auront à la mettre en œuvre, et pour peu que l'on ne perde pas de vue quelques principes essentiels en matière de conduite de la réforme. Comme nous l'écrivions dans une récente lettre de service public analysant les conditions dans lesquelles la réforme de l'administration fiscale avait été conduite puis abandonnée, les personnels sont prêts à adhérer à l'objectif majeur de la réforme qui est de mieux satisfaire les préoccupations des usagers. Encore veulent-ils savoir comment cet objectif se déclinera concrètement dans les services. Et les efforts d'adaptation seront d'autant mieux consentis que le discours sur la modernisation ne sera pas en contradiction avec la perception qu'ont les agents de l'évolution de leur propre contexte de travail. Ainsi l'importance que Service Public a toujours accordée aux facteurs humains dans ses réflexions sur la modernisation induit-elle la méthode de réflexion de l'association, plus tournée vers l'action concrète, telle qu'elle est vécue par les individus et peut être relatée par eux, que par les discours théoriques, péremptoires ou de principe. Dans un contexte où il est de bon ton de parler tout à la fois de l'impossible réforme de l'État en termes très globaux, et de la morosité des fonctionnaires, Service Public a voulu aborder plus modestement le thème de la modernisation de l'administration, et l'aborder sous un angle positif, en identifiant des expériences concrètes réussies qui ont contribué à de vraies réformes, petites ou grandes par leur généralisation éventuelle.
Nous avons pensé qu'en écoutant les fonctionnaires qui ont innové, expérimenté et finalement changé quelque chose à l'ordre établi, il serait possible de débattre de thèmes importants, comme la prise de risque dans l'administration, les contradictions que l'on vit à tous les niveaux de la hiérarchie en matière de responsabilité, le développement de nouvelles pratiques prenant en compte le contexte local, le droit à l'erreur, une façon pour nous d'aborder sous un angle concret les grands thèmes que sont la déconcentration, la délégation de responsabilité, l'évaluation. Ce sont donc des innovateurs que nous avons invités à intervenir dans ce colloque. Nous l'avons fait avec l'aide de l'association Pensée publique, réseau de responsables de terrain du secteur public qui, depuis 1996, développe une réflexion sur le fonctionnement du service public et l'amélioration du service à l'usager. C'est à Pensée publique et à son président, David Clair, que l'on doit la relation de l'expérience relative à l'action partenariale développée en Seine-Saint-Denis par l'assurance maladie et la médecine universitaire. Dans notre démarche, nous avons voulu privilégier des exemples d'innovation concernant directement la vie des Français, comme la sécurité alimentaire, l'éducation, la santé, la justice. Pour le choix de ces innovations, nous avons pensé qu'il était également souhaitable qu'elles soient suffisamment récentes pour s'inscrire dans le contexte actuel, mais aussi suffisamment abouties pour qu'une évaluation d'ensemble en soit possible. À partir du récit de ces expériences, qui chaque fois sont des aventures collectives à l'initiative desquelles on trouve souvent une femme ou un homme, nous chercherons à comprendre les ressorts du phénomène qui va de la première intention d'essayer quelque chose à la généralisation d'une transformation grande ou petite, de l'administration, et nous chercherons bien sûr à mettre en évidence les critères de réussite des innovations, les obstacles à lever, les principes à promouvoir. Nous tenterons aussi de comprendre pourquoi telle innovation réussit, peine à être généralisée. Le bilan de santé pour les étudiants en Seine-Saint-Denis, l'exemple d'un partenariat entre l'assurance maladie et la médecine universitaire. David Clair, directeur de la gestion du risque et de la prévention, CPAM 93. Bernard Lelu, médecin responsable de la médecine universitaire, Académie de Créteil. Hervé Leclésio, médecin directeur du Centre de prévention sanitaire et sociale, CPAM 93. David Clair. Nous avons choisi de présenter de façon chronologique cette innovation et de partir des premières réunions au cours desquelles a émergé l'idée d'un partenariat entre la Caisse primaire d'assurance maladie de Bobigny, et en particulier son centre d'examen de santé, et la médecine universitaire. Nous allons donc vous raconter, étape par étape, comment le projet a pris forme, pour finalement devenir effectif en un temps assez court, de fin 1999 à début 2001. Dr Bernard Lelu. Lorsqu'en 1999 j'ai pris mes fonctions de responsable de la médecine universitaire au sein de l'Académie de Créteil, j'ai été frappé par le fait qu'il n'y avait pas d'études de besoin ni de priorités de santé définies. Ce constat a été à l'origine de ma démarche, qui a consisté dans un premier temps à tenter de déterminer quelles devaient être les orientations de mon action et ses axes prioritaires. À cet égard, j'avais été très vite frappé par l'importance des difficultés d'ordre psychologique que rencontraient les étudiants en Seine-Saint-Denis particulièrement, mais aussi sur l'ensemble de l'Académie de Créteil. 12% des étudiants présentaient ce type de difficultés, mais seulement 2 à 3% de ces étudiants venaient s'adresser à la médecine universitaire. Cela pour 2 raisons. En premier lieu, 50% des étudiants ne savaient même pas que la médecine préventive existait. En second lieu, il y a au sein de l'université une connotation péjorative liée au monde de la psychiatrie qui fait hésiter les étudiants en difficulté à frapper à une porte médicalisée. Dès lors, la question était pour nous de trouver les personnes susceptibles d'apporter des solutions pour que ces étudiants en difficulté puissent bénéficier d'une orientation et de conseils. Le hasard a fait qu'en novembre 1999, une réunion de travail soit organisée par le médecin responsable du service de pédopsychiatrie de l'hôpital de Saint-Denis sur le thème de l'accueil pour des problèmes de pathologie psychique. Se trouvaient réunis des responsables de la médecine universitaire, le médecin responsable du centre d'examen de santé de la Caisse primaire d'assurance maladie de Bobigny,
et un certain nombre d'intervenants dans le domaine médico-social. Le but de cette réunion, tout à fait informelle, était de réfléchir ensemble aux approches d'accueil les plus appropriées. C'est à cette occasion que j'ai fait la connaissance du Dr Leclésio, directeur du centre d'examen de santé de la CPAM 93. Nous sommes rapidement tombés d'accord sur le sentiment qu'il existe un appauvrissement, en particulier en Île-de-France, des moyens de la médecine préventive des étudiants. Le dialogue qui s'est alors engagé entre la médecine préventive et l'assurance maladie a tout de suite fait émerger un certain nombre de questions. Un étudiant est-il un citoyen comme un autre? Est-il un affilié social? Puisqu'il est prévu par différents textes que l'affilié bénéficie d'un bilan de santé tous les 5 ans, n'est-ce pas applicable aux étudiants? Ces questions ont naturellement débouché sur la nécessité de développer entre nous un partenariat. Pour cela, il fallait que je me penche sur le fonctionnement des examens de santé dans le cadre des caisses primaires d'assurance maladie. Nous décidons d'organiser en janvier 2000 une rencontre entre la médecine préventive et la caisse primaire d'assurance maladie. Ce sera l'occasion pour le Dr Leclésio de me présenter le fonctionnement du centre d'examen de santé. Hervé Leclésio. Précisons d'abord ce que sont un centre d'examen de santé et un bilan de santé. Les centres d'examen de santé sont nés avec la sécurité sociale, et le premier centre est apparu en 1947 à Paris. Pendant les 20 premières années, l'organisation était défaillante et l'examen manquait de rigueur. Ce constat a conduit à de nombreuses réformes et finalement à l'arrêté du 20 juillet 1992, qui demande que les centres d'examen de santé bénéficient en priorité aux populations en état de précarité. C'est en application de cet arrêté que le centre de prévention de Bobigny a ouvert ses portes en janvier 1996, dans le contexte sociologique que l'on connaît en Seine-Saint-Denis. Sur environ 1,5 million d'habitants, il existe un potentiel d'environ 350 000 personnes en situation de précarité, susceptibles de bénéficier de cet examen. Rapidement, il nous est apparu que le bilan ne pouvait se réduire à quelques paramètres biologiques ou paracliniques, et qu'il fallait aller au-delà et s'intéresser à l'aspect psychique de la santé des consultants. La souffrance psychosociale faisait irruption dans le cabinet médical. À partir d'un travail spécifique avec des groupes de jeunes bénéficiaires du RMI, de jeunes chômeurs et des jeunes de l'aide sociale à l'enfance, nous avons tenté de peaufiner une méthode d'approche, d'écoute active en groupe, de conseil, qui ne relevait ni de la psychiatrie ni de la médecine générale et devait se situer dans un espace intermédiaire. Nous avons observé que les jeunes se retrouvaient bien dans cet espace intermédiaire. De plus, l'architecture du centre était propice au dialogue. Cette conception de l'examen de santé nous a paru pouvoir s'adapter aux services qu'il fallait offrir aux étudiants dans le cadre de la médecine universitaire, et nous avons très vite cherché à mettre en place une convention dans laquelle s'inscrirait l'échange des moyens, la mise en commun des équipes entre l'université et la caisse primaire d'assurance maladie. Le partenariat imaginé était le suivant. La caisse primaire d'assurance maladie apportait son plateau technique, analyse biologique, mesure de la vision, de l'audition, approche psychique, etc., tandis que l'université apportait son plateau de consultation, examen par un médecin. Le circuit était le suivant. Dans un premier temps, l'étudiant est convoqué à la caisse primaire d'assurance maladie où il effectue des examens cliniques, financièrement pris en charge par la caisse elle-même. 15 jours plus tard, l'étudiant est convoqué devant le médecin des universités qui a entre les mains le bilan réalisé par la caisse permettant une consultation approfondie. Cette deuxième phase est prise en charge par l'université. Les moyens des deux institutions sont juxtaposés, sans que cela n'augmente ni le budget de la médecine universitaire ni les coûts pour la caisse primaire. Il s'agit d'un partenariat, les missions respectives étant parfaitement définies. Bernard Lelu. L'important était maintenant de définir un cadre juridique au sein duquel ces deux structures pourraient travailler ensemble, de façon harmonieuse. La capacité à mettre en place ce cadre était l'étape critique qui conditionnait la possibilité de travailler durablement ensemble. Les médecins voyaient l'utilité de se rassembler en mutualisant des moyens, mais trouver la structure adéquate n'allait pas de soi. Il manquait donc un troisième interlocuteur,
un organisateur dont les missions étaient différentes des nôtres. C'est là que David Clair est intervenu avec sa fonction de directeur de la gestion du risque et de la prévention de la CPAM 93, pour mettre la pierre finale au projet, c'est-à-dire l'inscrire dans un cadre juridique. David Clair. Nous sommes alors en mars 2000, le projet est bien avancé au plan des objectifs et sur le plan technique. Il reste à le vendre, c'est-à-dire à convaincre de son intérêt les conseils d'administration respectifs des universités et de la caisse primaire, pour qu'ils en engagent la réalisation. C'est une étape périlleuse du travail. Le risque est grand en effet, de voir un projet avorter alors même qu'il peut facilement entrer en pratique sur le terrain, parce qu'il ne correspondra pas aux orientations politiques des instances compétentes. À cet égard, et s'agissant de la caisse primaire, l'idée a consisté à replacer le projet dans le cadre des orientations générales de santé publique définies au plan régional, à la fois par la Conférence régionale de santé et par l'Union régionale des caisses d'assurance maladie, URCAM. Cet élément tout à fait essentiel a été mis en avant vis-à-vis du conseil d'administration de la caisse primaire. Les promoteurs du projet ont pu s'appuyer sur un autre aspect favorable du contexte. Les objectifs et le mode de fonctionnement des centres d'examen de santé étaient en cours de redéfinition et visaient à permettre l'adaptation de l'action des centres aux besoins en santé publique identifiés localement. La souffrance psychosociale des jeunes en Seine-Saint-Denis entrait tout à fait dans ce cadre en tant que besoin spécifique local. Il a été assez simple de convaincre le conseil d'administration et la commission médico-sociale, son émanation, en s'appuyant sur ces deux orientations majeures. Bernard Lelu. Après que les techniciens se fussent mis d'accord sur des protocoles, il fallait convaincre les décideurs. L'avantage de l'enseignement supérieur est d'être moins stratifié que les premiers et deuxième degrés. Les universités ont des conseils d'administration dotés d'une autonomie importante. C'est au président, s'il est persuadé qu'une initiative sera un progrès pour les étudiants, de convaincre son conseil d'administration. Dans le supérieur, les décideurs sont ouverts à des partenariats extérieurs au monde de l'éducation. On a pourtant rencontré quelques résistances, certes minimes. Une voix syndicale s'est élevée pour contester une solution consistant à rechercher en dehors de l'éducation nationale les moyens qui lui faisaient défaut, plutôt que de réclamer les moyens nécessaires. Il existe deux attitudes possibles au sein de la fonction publique. Attendre l'arrivée des moyens en amont et dans cette attente, justifier l'inaction, ou essayer sans tarder de trouver des moyens, les regrouper, afin d'accomplir le mieux possible les missions qui nous sont attribuées. Une autre résistance était liée au fonctionnement interne de l'une des universités. Le projet était sans cesse retardé dans sa présentation finale pour des raisons de procédure, d'ordre du jour, de formalisme. Une université a signé son projet en 3 semaines après la présentation de la convention proposée par la Caisse d'assurance maladie, alors que l'autre a mis 6 mois pour signer le même projet. Cette différence ne s'explique que par la structuration, le fonctionnement et la lenteur de la prise de décision de l'institution, en aucun cas par des résistances de fond ou des désaccords de principe. Les conventions ont été signées et mises en application. Le fonctionnement effectif a débuté en février 2001. Entre la première rencontre informelle sur des problèmes de psychopathologie et le premier bilan de santé d'un étudiant, 15 mois s'étaient écoulés. Le bon fonctionnement d'une machine administrative dépend avant tout des personnes qui l'actionnent. L'institution n'est pas si contraignante, ni empêchante, ni bloquante. Penser que tous les dysfonctionnements proviennent d'une institution mal réglée, c'est oublier le paramètre principal qui est l'élément humain. À propos du rôle respectif des processus ascendants et descendants, dans la réforme administrative, on remarque que le ministère a été attentif à ces projets et a créé tout récemment une mission spécifique pour en promouvoir leur extension. Voilà un exemple très intéressant de processus ascendant, pour reproduire des initiatives locales. Hervé Leclésio. Au démarrage des premiers examens qui ont eu lieu en mars 2001, les étudiants étaient surpris de rencontrer cette structure. Beaucoup ne connaissaient pas la médecine universitaire. Les étudiants et plus généralement, les jeunes sont apparus très motivés et intéressés par ces examens qui sont pour eux un espace d'écoute.
Dans l'organisation de la santé à l'échelon national, le manque de lieux d'écouté, de rencontres, de temps est un véritable problème. Or, la notion de temps est importante en médecine préventive et nous essayons de la développer. Les étudiants y sont très sensibles. Nous tentons par ailleurs de mettre en avant une dimension de pédagogie de la santé qui mérite d'être développée, car elle peut conditionner la santé présente et future des jeunes. Depuis, outre l'examen de santé classique, des opérations particulières avec la médecine universitaire ont eu lieu au sein même des universités de Paris 8 et Paris 13, notamment dans le domaine du dépistage, hépatite B et C, HIV, facteurs de risque des maladies cardiovasculaires. Le succès a été impressionnant. La demande est considérable. Il semble qu'à côté de la médecine curative et du raisonnement biomédical classique enseigné dans les universités, un pan entier de la médecine, celui de la prévention, ait été délaissé. Aujourd'hui, nous avons envie sur le terrain d'aller plus loin dans ces approches. Il est important que nous ne soyons pas bloqués dans l'expérimentation par des freins juridiques ou structurels. Il faut multiplier les passerelles entre la médecine préventive et la médecine curative. L'outil centre d'examen de santé n'a pas été assez exploité en recherche de médecine générale. Cette expérience est un exemple de coopération instituée entre deux mondes qui ne se connaissaient pas. Il est possible d'aller encore beaucoup plus loin, en élargissant à de nouveaux partenaires. David Clair. 3 points méritent d'être mis en avant pour conclure la présentation de cette initiative. Le premier est l'importance des facteurs aléatoires et subjectifs. Sans les rencontres entre des personnes d'horizons différents, rien ne se serait produit. La première démarche consiste donc à sortir de chez soi. Le second est que dans ce projet, on a réussi à éliminer tous les facteurs parasites extérieurs qui auraient pu le bloquer. Le troisième, enfin, est que l'on peut être créatif à partir du moment où l'on maîtrise une activité et un métier, ce qui était le cas des acteurs de ce projet. Débat. Dr Cohen. Le service public risque de s'appauvrir s'il ne met pas en synergie ses moyens. Dans l'expérience qui nous a été relatée, il ne s'est agi que de créer des ponts entre deux institutions afin que l'une et l'autre accomplissent un peu mieux leur mission. Sans la mise en commun de nos moyens et imagination, nous courons à l'asphyxie. Cette innovation est caractérisée à 2 niveaux par l'importance de la rencontre. Pour les étudiants qui ressentaient un besoin d'écoute et pour les professionnels qui progressent grâce à l'échange et au travail en commun. L'évolution des services publics est impérative. Les moyens classiques ne sont plus efficaces face à de nouvelles formes de problèmes, aussi bien en matière de santé qu'en matière d'éducation par exemple. Les moteurs d'évolution sont déjà en place, le plus souvent on sait ce qu'il faut faire ou on a la possibilité de le découvrir facilement, mais les résistances existent et donc, le rôle des individus est déterminant. Intervenant anonyme. Quand on essaie de faire bouger les choses dans l'administration, il faut se justifier et quasiment se battre pour travailler, c'est-à-dire travailler mieux et travailler ensemble. Il en ressort un sentiment d'absurde. Ce sont les hommes qui créent les projets, les contenus, et il est toujours possible de jouer avec les structures. Se battre pour travailler, c'est devoir faire des détours, des démonstrations de la conformité d'une action avec des directives générales, au lieu de consacrer l'énergie à l'action elle-même. Gabriel Mignot. Se battre est une situation normale dans le monde du travail. Il est important que des fonctionnaires se battent pour donner tout leur sens à leur mission, et se mettent eux-mêmes en danger et en déséquilibre en tentant de déverrouiller le système. C'est une question de responsabilité que de se soucier du contexte, quitte à bousculer un fonctionnement établi et la répartition de tâches et de fonctions existantes. Effectivement, il faut vendre son projet quand on en a un. Pierre Granjat. Le choix, effectué par la Caisse d'assurance maladie de faire cet effort pour le public étudiant s'est-il fait au détriment d'autres publics ? David Clair. Les actions de prévention de la CPAM de la Seine-Saint-Denis se conforment à des priorités, elles-mêmes définies par une étude des besoins les plus urgents du département. Les moyens budgétés sont donc alloués aux publics qui en ont le plus besoin. Jean-Claude Fortier. Nous sommes partis d'un service public qui ne connaissait pas ses besoins, dont l'évaluation n'avait jamais été effectuée,
et qui ne connaissait pas non plus ses usagers. La médecine scolaire et universitaire ne peut plus être la même aujourd'hui, où 70% d'une classe d'âge atteint le niveau du bac, qu'à l'époque où 5% seulement entraient au lycée. La question est peut-être de savoir si le service public, qui est à la fois le système et la pensée qui ont reconstruit la France après la Seconde Guerre mondiale, doit assumer les conséquences de ce changement. Nous vivons un service public administré. On finit par confondre service public et administration. L'administration a évolué, malheureusement, trop souvent dans le sens de la sclérose. Le système a développé des carrières au sein desquelles il valait mieux pour progresser, ne pas faire de vagues et il a entretenu ces précarés dans lesquels on continue de brouter sans savoir pourquoi. Il ne s'agit pas de tomber dans la caricature. Bien sûr, des progrès ont été réalisés, mais il existe un décalage énorme entre la transformation des besoins de l'usager et la capacité de réponse sclérosée par les cloisonnements. L'accès aux droits, l'accès à la santé sont des droits proclamés par des textes de niveau constitutionnel. De ce point de vue, on est face à un mensonge social flagrant, qui ne peut laisser indifférents ceux qui croient au service public. Les innovations, les initiatives prises par des hommes de terrain sont d'extraordinaires messages d'espoir. Une innovation qui réussit, c'est une innovation qui disparaît, qui réussit sa banalisation. Le résultat obtenu dans l'exemple de la médecine préventive étudiante est pourtant supérieur à ce qu'il était précédemment. Partant des exemples déjà présentés, nous avons quelques leçons pour ceux qui préconisent le recours à une institution publique pour prendre en charge l'intérêt général. Nous sommes au cœur du grand débat de la construction européenne, qui oppose le modèle anglo-saxon au modèle latin. Certaines fonctions sociales fondamentales de solidarité peuvent-elles ou non être assumées au nom de l'intérêt général par la collectivité publique ? La collectivité publique n'est pas une abstraction unitaire, c'est un ensemble de réseaux, de capillarités qui fonctionnent ou ne fonctionnent pas. Avec la santé et l'éducation, on est au cœur des grands sujets. Sur ces questions, nous avons à bien des égards régressé depuis un demi-siècle. Nous avons fait des non-choix libéraux, car la foi dans certains grands services publics n'a pas été entretenue. Nous sommes typiquement dans ce cas de figure à propos de la médecine préventive scolaire. Face à la spéculation à laquelle on se livre depuis 50 ans sans arriver à trancher, d'où un attentisme désespérant, la médecine de ville la prend en charge. Les balbutiements concernant les personnels athos dans l'éducation nationale sont comparables en tant que non-choix. Il y a un facteur aggravant, qui est la sclérose de l'administration dans des champs de plus en plus étanches, ce qui a pour effet que les acteurs ne se rencontrent pas. Nous sommes dans un système administratif où le précepte dominant est l'attente. La grande question qui est derrière le thème de l'innovation, c'est celle de l'initiative de l'agent public, sa recherche de la rencontre, sa capacité à croiser sa compétence avec celle des autres au lieu de se replier sur elle. Il existe des possibilités de réussite dans le système existant qui n'est pas, par lui-même, si mauvais, et les initiatives décrites le confirment. C'est la culture d'initiative qu'il faut encourager, mettre en œuvre des directives générales par des initiatives territoriales et non simplement appliquées littéralement. Un nouveau dispositif d'accès aux droits dans les Bouches-du-Rhône. Marie-Christine Leroy, vice-présidente du tribunal de grande instance de Marseille. Je voudrais contribuer ici à retracer l'histoire de la naissance des premiers réseaux officiels d'accès aux droits en France. J'en parlerai avec modestie car je ne suis pas l'initiateur de ce dispositif, mais simplement je l'ai fait fonctionner pendant 10 ans. Il faut remonter au début des années 90 pour comprendre cette genèse. La France est alors très en retard dans le domaine de l'accès aux droits, au regard de ce qui se faisait déjà dans les pays de l'Europe du Nord. Nous disposions alors d'un système qui permettait aux personnes ayant de bas revenus d'accéder à la justice. On appelait ça à l'époque l'aide judiciaire. Ce dispositif a été réformé par la suite pour devenir l'aide juridictionnelle. Mais aucun système ne permettait de recevoir un conseil juridique sur ses droits, les moyens de les faire valoir, ni même sur ses obligations. En 1991, une grande loi fut votée qui d'une part réformait l'aide judiciaire pour en faire l'aide juridictionnelle et d'autre part créait l'aide juridique. Dans chaque département on devait créer un groupement d'intérêt public,
appelé à l'époque Conseil départemental de l'aide juridique, qui avait pour vocation de développer l'accès au droit pour tous les habitants du ressort. Jusqu'alors, il n'y avait eu que des consultations organisées par certains barreaux, éparses, inorganisées et qui relevaient plutôt d'une démarche caritative, à l'initiative des membres d'une profession libérale. Il existait également quelques boutiques du droit, nées du militantisme des années 70, mais qui n'avaient pas connu une grande ampleur. En 1991, on était donc dans un mouvement naissant, et cette grande loi visait son déploiement et sa mise en œuvre. La justice n'est pas une administration réputée pour innover facilement. Or, la loi de 1991 requérait l'action, il fallait créer des groupements d'intérêt public. Ce texte dispose que toutes les professions du droit et les représentants du monde judiciaire, les présidents de TGI de chaque département, le préfet, le président du conseil général, le président de l'association des maires du département doivent y participer. La possibilité est toutefois laissée à celui qui créera le groupement d'inviter aussi quelques partenaires de son choix. Cette grande loi est restée lettre morte sur la plus grande partie du territoire pendant près de 10 ans. En 1998, le bilan de sa mise en application faisait apparaître que moins de 20 départements avaient vu la création d'un groupement, dont une douzaine seulement fonctionnait. Dans les Bouches-du-Rhône, elle avait été mise en œuvre dès qu'elle avait été votée. En effet, il existait déjà dans ce département une sensibilité très forte à cette question du besoin de droit pour les publics défavorisés. La paupérisation à Marseille était importante, et la moitié des actions devant le tribunal se faisaient avec l'aide juridictionnelle. En outre, une coupure très forte existait entre une partie de la population de la ville et la justice. Alors qu'au sein du ministère, les thèmes des maisons de justice et du droit ou de la justice de proximité n'étaient pas du tout débattus, un magistrat de grande envergure qui depuis a pris sa retraite, avait voulu implanter depuis quelques années, dans les quartiers les plus en difficulté de Marseille, des antennes juridiques et de médiation. Il avait mobilisé quelques avocats militants et avait décidé que, dans ces quartiers, on mettrait à disposition du public un professionnel du droit, un travailleur social et un médiateur. Ils devaient travailler ensemble afin de pouvoir apporter des réponses efficaces et non préfabriquées aux problèmes concrets que rencontraient les gens quotidiennement. Cette expérience tout à fait intéressante s'est étendue et se poursuit encore. Il y a actuellement 15 antennes juridiques et de médiation dans les quartiers les plus en difficulté de Marseille. Les professionnels du droit y ont appris qu'il fallait inventer des solutions concrètes et adaptées aux différents cas vécus par les gens. L'expérience en cours n'avait pas attendu la loi et s'était inscrite dans le cadre de la politique de la ville, premier contrat expérimental. Il y avait déjà un contenu et une sensibilité, en éveil chez certains acteurs de terrain. La loi leur avait donné un cadre. C'est sans doute ce qui explique la rapidité avec laquelle l'action a été ensuite conduite. Ainsi, ce cadre institutionnel, largement décrié au départ par les magistrats qui lui reprochaient sa lourdeur, en fait supposée, va, dans les Bouches-du-Rhône, prendre le relais de l'expérience pionnière préexistante qu'étaient les antennes juridiques et de médiation. Il va permettre de mobiliser autour de la mise en œuvre de cette nouvelle politique publique un certain nombre d'acteurs. En effet, d'après la loi, il appartenait aux membres de chacun des groupements d'intérêt public de donner un contenu à cette politique d'accès au droit et d'en trouver les financements. La mise en place dans le département des Bouches-du-Rhône. Assez vite, on s'est rendu compte que les partenaires prévus par la loi n'étaient pas en fait les plus mobilisés. Ainsi les maires, qui n'avaient pas été prévus dans la composition du groupement, étaient de tous les élus les plus sensibles aux besoins de droit de leurs administrés. Les présidents de conseil général, chargés des politiques sociales dans le cadre de la décentralisation, qui semblaient avoir vocation à être très actifs, n'ont en fait jamais joué un rôle pilote dans ces projets. Le conseil départemental a été créé à la suite d'une procédure qui a duré 1 an, car il fallait plusieurs signatures de ministres pour être habilité. Aujourd'hui, la procédure a été déconcentrée, elle peut donc se dérouler beaucoup plus rapidement. Ce conseil a envoyé une lettre à tous les maires du département pour présenter le groupement et leur demander s'ils estimaient que leurs administrés avaient des besoins de droit,
auxquelles il n'y aurait pas encore eu de réponse organisée. Très vite nous avons eu des réponses positives, et une vingtaine de maires ont immédiatement donné leur accord pour passer une convention avec le groupement d'intérêt public. Comme les réponses faisaient apparaître une très grande diversité territoriale de besoins, il a fallu, pour en tenir compte, proposer des dispositifs très variés. Une règle s'est immédiatement imposée pour ces conventions. S'agissant d'un partenariat, tous ceux qui y participaient devaient y contribuer financièrement. Le coût de l'action était partagé par tiers. La commune qui sollicitait un dispositif d'accès au droit payait un tiers de l'action. Les professionnels du droit qui la mettaient en œuvre y contribuaient à hauteur d'un tiers et l'État finançait le dernier tiers. Cette règle, simple et excellente, a fait l'unanimité. Le dispositif, lancé en 1992, n'a pas cessé de s'étendre. La première année, il y avait 2 points de consultation juridique dans le département, l'un à Marseille, l'autre à Aix-en-Provence. Aujourd'hui, 34 communes ont passé une convention avec le conseil départemental. Ces dernières ont permis de créer 65 points d'accès au droit dans l'ensemble du département. Toutes les communes de plus de 8000 habitants, sauf une, en disposent, ce qui permet aux habitants de venir gratuitement demander un renseignement, d'être conseillés, de recevoir une consultation juridique. L'an dernier, 1500 personnes ont bénéficié d'une consultation juridique gratuite. Le groupement a fait le choix, peu répandu, d'offrir ce dispositif sans contrôle préalable de ressources. En effet, l'expérience des bureaux d'aide juridictionnelle dans les tribunaux montre que ce contrôle et la constitution de dossiers laissent toujours à l'écart les personnes les plus démunies et les plus marginalisées. Or, la loi ne prévoyait pas une telle disposition et parlait simplement d'accès au droit pour tous. 2 objectifs étaient visés au départ. Le premier consistait à cibler les plus défavorisés en implantant les points d'accès au droit dans des lieux qui sont déjà au contact des publics en grande difficulté. Des centres communaux d'action sociale, des centres sociaux de quartier HLM, des maisons de quartier. De plus, nous avons fait accepter une charte déontologique interdisant aux communes de contrôler l'identité des personnes, ce qui rend l'accès tout à fait ouvert et n'interdit pas, en plus, que des habitants d'autres communes du voisinage puissent bénéficier de ces services. Enfin, les professionnels du droit sont indemnisés afin de sortir d'un système caritatif et de créer un véritable service public. Le second objectif, après l'accès au droit pour tous, était de répondre de la manière la plus pragmatique à des besoins de droit qui appelaient des réponses plus spécialisées, soit parce que le public est particulier, soit parce que les matières du droit nécessitaient un dispositif adapté. C'est ainsi que le groupement a lancé un travail en direction des jeunes. L'inspecteur d'académie fait partie des membres invités au conseil départemental. 2 actions de formation et de sensibilisation auprès des personnels ont eu lieu dans 2 ZEP. Nous nous sommes rendus compte, à l'occasion de ces actions expérimentales, que la demande dans ce domaine était considérable de la part des acteurs du terrain, et notamment, de celle des enseignants. Pour répondre à cette demande, nous avons décidé de faire prendre le relais de ces actions pionnières par une association pluridisciplinaire, l'Association d'accès aux droits des jeunes. Cette association fonctionne au profit de 35 établissements scolaires de Marseille. Elle a créé une dynamique très forte, qu'il aurait été impossible de provoquer dans le simple cadre du conseil départemental. Bien entendu, ce dernier a apporté une petite aide financière à l'association qui est soutenue maintenant par de nombreux autres partenaires. Parallèlement, nous avons mis en place des permanences d'avocats spécialisés, pour pouvoir répondre à titre personnel à des enfants ou des adolescents qui étaient dans une situation où ils pouvaient avoir besoin d'un conseil. Séparation des parents, victimes ou auteurs d'actes délictueux, etc. Par ailleurs, une maison de l'étranger avait existé, mais elle avait été fermée pour des raisons politiques. Le sujet était très délicat, dans une période préélectorale où la question du droit des étrangers n'était pas particulièrement à la mode. Or, les points d'accès au droit étaient submergés de demandes de consultation très techniques et spécialisées dans ce type de matière. Les avocats généralistes, qui étaient questionnés, avaient de grandes difficultés à répondre. Un audit a été commandé à un cabinet pour tenter d'identifier les formes précises à donner pour faire face à ce problème. Cet audit a permis de mettre tous les partenaires autour d'une table
et leur faire prendre conscience qu'il était impossible de continuer dans une ville comme Marseille à ne pas proposer un service adapté. Après un an de réflexion et d'études, juste avant les élections municipales, la mairie de Marseille, le conseil général, le conseil régional, la préfecture des Bouches-du-Rhône et le Fonds d'action sociale ont donné leur accord pour cofinancer un centre d'accès aux droits des étrangers. Il a été inauguré le 13 novembre dernier. Enfin, des actions ont été entreprises en direction des détenus. Il semblait en effet paradoxal que ceux qui étaient retenus dans des établissements pénitentiaires n'aient aucun accès au conseil juridique, qu'ils soient condamnés mais n'ayant plus aucun contact avec leur avocat, ou simplement prévenus n'ayant qu'un avocat commis d'office ne s'occupant de leur affaire qu'en pénal alors qu'ils pouvaient être confrontés à des problèmes très sérieux comme un divorce, des dettes, etc. Un point d'accès au droit a été ouvert au Baumettes, qui est la deuxième prison en France par le nombre de détenus. En juillet 1998 était votée la loi de lutte contre l'exclusion. Le ministère de la Justice avait pris conscience du relatif échec à l'échelle nationale, du dispositif prévu par la loi de 1991 évoqué ci-dessus. Un petit groupe de travail avait été mis en place pour réfléchir à la façon de réformer cette loi. Dans ce cadre, un certain nombre de projets de réforme ont été formulés qui devaient s'inscrire dans le cadre de la lutte contre les exclusions, premier chapitre, titre 1, l'accès au droit. Mais dans le texte définitif de la loi, ce titre n'est finalement qu'une coquille vide. On peut vraiment le regretter, car c'était l'occasion ou jamais de faire en sorte que la question de l'accès au droit ne reste pas la propriété des seuls juristes. Il aurait été plus intéressant d'insérer ce problème dans une loi plus générale, qui aurait pu permettre d'établir des passerelles entre différents domaines. Toutefois, comme des propositions de réforme avaient été faites, nous nous sommes interrogés à Marseille sur la façon d'interpréter la loi et de l'appliquer en matière d'accès au droit, de logement, de santé, etc. L'exemple du droit au logement et de la prévention des expulsions locatives est à cet égard parlant. La loi a ouvert de nouvelles pistes d'action. Elle donne aux juges de nouveaux pouvoirs en leur permettant d'apprécier si un locataire endetté est de bonne foi, et s'il est en mesure de rembourser dans un délai de 2 ans. Le juge peut alors suspendre la résiliation du bail, moyennant le respect d'un échéancier de paiement des dettes. Par ailleurs, il était prévu qu'un propriétaire qui devait demander... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.